Quel premier débrief, quel premier bilan peut-on faire de l'année crypto, cette fin d'année crypto et de l'année 2025 notamment en matière de crypto? C'est la question qui va nous animer à présent avec Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour, ravi de te retrouver. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le CEO de CoinHouse. Alors, l'année 2025 n'est pas encore tout à fait finie. Pourtant, on a déjà vécu beaucoup d'actualités sur cette année crypto, que ce soit l'entrée en vigueur de MiCA en début d'année sur le sol européen, le retour des États-Unis sur le sujet crypto, le crypto crash qu'on vit aussi depuis le début du mois de novembre. Quel débrief, quel bilan vous tirez, quel premier bilan vous tirez de cette année crypto? Alors, plusieurs points remarquables en fait sur cette année. Le premier, c'est le retour en force des États-Unis, avec, on l'avait déjà ressenti en fin d'année 2024 avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Il avait fait des fortes annonces sur Bitcoin et sur le secteur crypto en général. Bien sûr. Et ça a continué cette année avec des actes tels que le Genius Act sur les monnaies numériques. On a eu également pas mal en fait d'annonces pour montrer qu'en fait que les États-Unis voulaient être un puissant acteur et un défenseur de l'industrie crypto. Avec notamment la volonté d'avoir des réserves stratégiques en Bitcoin également. Des réserves stratégiques, donc beaucoup d'annonces, une industrie crypto également qui se ressent sur les États-Unis. Pas mal d'acteurs étaient venus s'installer dans d'autres juridictions. Maintenant, des acteurs reviennent sur les États-Unis. Plusieurs IPO aussi, des introductions en bourse d'acteurs américains. Bien sûr. Il y a eu Bullish, Gemini et d'autres. Donc le secteur est plutôt dynamisé. En Europe, on a MiCA également qui entre en vigueur progressivement au sein de l'Union européenne. En France, par exemple, c'est à la fin juin 2026 que tous les acteurs qui voudront exercer sur le secteur crypto devront être enregistrés. MiCA obtenir Devenir cette licence. PSCA, c'est ça? PSCA, C'est donc l'agrément, oui. prestataire de services sur crypto-actifs, donc obtenir cette licence auprès d'un régulateur, a priori l'AMF pour ceux qui sont en France, mais ça peut être également un autre régulateur européen. Donc, une forte développement en tout cas de ce côté régulation, de ces enjeux de pouvoir qui ont basculé un peu. On a maintenant un barycentre un peu plus américain. Oui, parce qu'on avait quand même, en Europe, on avait un cadre juridique clair que nous enviaient d'autres secteurs géographiques. Là, ce que vous dites, c'est que ça revient aussi un peu aux États-Unis, puisqu'il y a un cadre politique, en tout cas, qui est favorable aux crypto-monnaies. Plus un cadre politique qu'un cadre juridique. Alors, il y a le Genius Act qui sont des textes importants, mais par exemple, tous les textes équivalents de MiCA ne sont pas sortis D'accord. encore à ma connaissance. Donc, c'est plutôt des volontés politiques, des annonces politiques, mais qui amènent quand même beaucoup d'entrepreneurs à considérer que le marché va plus se passer aux États-Unis, que les innovations peuvent être américaines et que surtout le cadre de développement de notre secteur peut se faire aux États-Unis, alors que sous l'administration Biden et les dernières années, et même sous la première administration Trump, ce n'était pas le cas. Il y avait plutôt une difficulté pour les entrepreneurs, une absence de régulation claire, une SEC, SEC qui était très agressive, Bien sûr. beaucoup de procès, etc. Donc en fait, ça avait poussé beaucoup d'entrepreneurs du secteur crypto à aller s'installer plutôt en Europe, au Middle East ou ailleurs. Et ce que vous dites, c'est qu'en 2025, le barycentre est revenu un petit peu Le aux États-Unis. barycentre est revenu Ouais. clairement aux États-Unis. Bon, l'autre gros facteur, c'est le côté institutionnel. On a des ETF crypto qui ont eu donc Bitcoin, Ethereum principalement, des collectes extrêmement importantes. On Bien parle sûr. de plusieurs dizaines de milliards pour Bitcoin sur l'année, donc c'est colossal. L'ETF crypto de BlackRock est l'un des ETF les plus rentables, les plus dynamiques en fait du portefeuille de BlackRock. Donc des institutionnels et des particuliers à travers ces institutionnels se mettent à investir dans la crypto. On a vu également des banques commencer à offrir ce service. En France, plus récemment avec le groupe BPCE, mais ça existe également dans d'autres pays depuis un petit moment. Donc, il y a Via un- les ETF. alors, en France, à travers une filiale qui s'appelle Exarch, D'accord. BPCE a décidé de l'offrir directement à ses clients Mhm. via leur application. Donc là, c'est plutôt la Investissement détention en en direct. direct, D'accord. Ouais. concurrent de CoinHouse quelque Mhm. part. Ouais. Mais également d'autres plateformes telles que Boursorama ou autres proposent des ETF et il y a une proposition d'ETF un peu partout dans le monde. Donc des institutionnels qui rentrent sur le marché, un marché qui change, un marché qui se démocratise également. Donc ça, ce sont vraiment des points forts du marché. Ensuite, l'un des autres points qui caractérise l'année, ça va être le cycle Oui. qu'on a vécu. Bah, Quelque déjà, part, Bitcoin a dépassé les 100 000 $.
Alors, à plusieurs reprises cette Oui. année, on a franchi le cap des 120 000 $, donc ce Oui. qui n'avait été jamais vu sur Bitcoin, hein. Les précédents cycles de 2021, on était entre 67 et 69 000 $. Et donc là, cette année, on a quasiment doublé en fait le cours du Bitcoin par rapport à son plus haut de 2021. Néanmoins, on a une année quand même en demi-teinte. C'est-à-dire que Bitcoin a commencé l'année vers 93 ou 95 000 $ de mémoire. Là, on est à 86 000 ou Oui. 87 000 $ moment où on se parle. Donc globalement, si vous avez investi en Bitcoin en début d'année, vous êtes plutôt perdant. Et il en est de même de pas mal d'autres cryptos. Mais dans l'année, il y a eu des fluctuations. Ethereum a eu une année assez compliquée, Mhm. avec également un franchissement de nouveaux ATH, enfin des sommets sur son prix. Mais globalement, sur l'année, on n'a pas eu une énorme performance de ces cryptos. Bitcoin a très bien performé, mais son cycle fait qu'il termine l'année en étant légèrement négatif pour l'instant. On parle de Ethereum en cycle demi-cercle. ou aussi de corrélation aux actualités géopolitiques, décision de la Fed, prise de Alors, parole de Donald Trump sur les droits de douane. Ça a une incidence aussi sur le cours des on a une cryptos? corrélation à certains moments de l'année où on a vraiment senti, par exemple, que le Bitcoin et S&P 500 étaient assez corrélés sur une partie de l'année, avec des plus hauts historiques sur les deux indices, enfin sur le Bitcoin et sur l'indice phare américain. Là, on sent une décorrélation. Par exemple, les différentes annonces qu'il y a pu avoir n'ont pas fait, y compris le shutdown, n'ont pas eu un impact majeur sur les cours Bien sûr, oui. des indices boursiers, Et à alors que l'inverse, Bitcoin, lui, a beaucoup plus souffert. Peut-être que Bitcoin rentre dans et les cryptos rentrent dans un nouveau cycle baissier. Vous savez, il y a ce cycle de 4 ans, Mhm. tel qui est ponctué par ce qu'on appelle le halving, qui se produit donc tous les 4 ans. Là, on arrive justement à la fin, selon une lecture graphique du cycle, on arrive à la fin du cycle haussier et on pourrait rentrer dans un cycle baissier. Donc on D'accord. pourrait voir en 2026 un marché crypto plus difficile, pour rebondir beaucoup plus tard, dans les 12 à 18 mois après, si on continue à adopter et à valider la narrative autour de ces cycles qui perdurent maintenant depuis de très nombreuses années, puisque c'est depuis 2013-2014 qu'on observe des cycles sur le marché crypto. Et alors, dernière question, c'est vrai que on aurait pu s'attendre à ce que les volumes sur les ETF viennent compenser peut-être ce côté cyclique qu'on puisse voir. Ce qui a d'ailleurs porté finalement le cours des cryptos en début d'année, mais ça n'a pas suffi pour maintenir jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Alors, bon, les flux ETF, ils ont été constants dans toute l'année. Je dirais que derrière les ETF, il n'y a pas que des gérants institutionnels, il y a aussi des particuliers qui investissent. Et donc, les gens peuvent avoir tendance à suivre le même type de mouvement. Bien sûr, C'est-à-dire, les d'accord. marchés baissent, ils ont envie de sortir, ils ont peut-être engrangé des gains sur leurs cryptos. Et donc, ils vendent, même s'ils ne vendent pas en direct à travers des plateformes comme CoinHouse, ils vont vendre à travers leur intermédiaire, leur broker financier, et vendre les ETF. Donc, je dirais que le marché ETF va jouer comme le reste du marché. Si les gens sont plutôt vendeurs, on va avoir une pression baissière sur le cours. Après, il n'y a rien d'alarmiste. Vous avez évoqué au début un crash, et j'ai pu le lire sur LinkedIn Voilà. en m'énervant beaucoup. Enfin, dans l'industrie crypto, une baisse de 20% ou une progression de 20%, c'est pas un crash. C'est pas ça un crash. Un crash, c'est plutôt des baisses de 60, 70%, voire 80%. Là, on peut le dire que sur certaines autres cryptos, ce qu'on a tendance à appeler de temps en temps des altcoins, donc toute la long tail des cryptos, on a pu connaître cette année des périodes de crash très fortes, notamment en octobre, en novembre. Il y a eu des fortes chutes sur certains types de cryptos, dont certaines valeurs vont peut-être avoir beaucoup de mal d'ailleurs à retrouver leur cours historique. Bitcoin, Ethereum, on n'est absolument pas dans ce scénario-là. On le verra si peut-être 2026 est une année plus délicate. Merci Nicolas Louvet de nous avoir accompagnés dans la première partie de Je vous en Smart prie. Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de CoinHouse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.